En général, quand on est amateur de montres, on aime collectionner et passer des heures à comparer chaque montre pour préparer notre futur achat en fonction des montres qu'on a déjà. Et je ne sais pas si vous connaissez le concept de la One Watch Collection. En gros, c'est une montre qui est parfaite dans tous les domaines et qui suffirait à elle-même en tant que collection. Donc ça serait une montre qui est assez robuste pour encaisser une randonnée le samedi, mais assez élégante pour se glisser sous la manche d'une chemise un lundi matin. Et moi je rajouterais même qu'il faut qu'elle soit bien étanche pour ne jamais avoir à l'enlever. En gros, c'est une montre à tout faire que vous pouvez porter peu importe la journée que vous allez passer. Et c'est le grand paradoxe de cette pièce, c'est une montre d'aventurier née dans les montagnes japonaises mais qui a un raffinement presque aristocratique avec ses aiguilles cathédrales et ses index si particuliers. Ça fait très longtemps que Seiko met régulièrement à jour sa gamme alpiniste pour le meilleur et pour le pire. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard dans la vidéo. Et pour savoir pourquoi cette montre est si importante pour Seiko aujourd'hui, il faut regarder d'où elle vient. Donc l'alpiniste, c'est une idée vieille de plus de 60 ans chez Seiko, mais c'est surtout grâce et à partir de la Sarb 017 que la gamme alpiniste a littéralement explosé avec cette lunette interne qui sert de boussole. C'était la montre ultime et accessible, très originale, très classe, un peu brut de décoffrage, mais d'un rapport qualité-prix qui était imbattable. Et quand Seiko l'a arrêté pour lancer la génération SPB, comme la SPB 121, et ben la communauté a été très déçue puisque le prix a énormément augmenté. En gros, on est passé de 400 euros pour la Sarb 017 à plus de 700 euros avec la SPB 121. Et en plus, on avait maintenant ce fameux logo X de la gamme Prospex qui est apparu sur le cadran. Donc là, c'était la catastrophe. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé ce logo. En tout cas, il me dérange pas, mais je sais que pour certains, c'est un vrai drame d'avoir ce truc sur le cadran. Avec la nouvelle que j'ai au poignet, là, la SPB 507, elle a encore pris 200 euros de plus. Et évidemment, on a toujours ce logo Prospex. Mais avec le recul, je pense qu'il faut être honnête, la nostalgie peut en aveugler certains et cette nouvelle génération est pas juste plus chère, elle est objectivement mieux finie. Le cadran a gagné en profondeur, les index appliqués sont encore plus beaux, la texture et la teinte du cadran sont plus classe. On a clairement fait une montée en gamme sans parler du mouvement. Par contre, évidemment, depuis la SPB 121, il y a le sujet qui fâche, le cyclope. Le cyclope, c'est cette loupe qui est sur la date. La toute première, elle en avait pas, et moi, je préfère les montres sans cyclope, mais ça, c'est en fonction des goûts, des couleurs et de votre vue, puisque ça améliore largement la lisibilité. Et avec cette nouvelle alpiniste, celle que j'ai au poignet, on a une date noire qui lui va beaucoup mieux que la date blanche qu'on avait sur la gamme juste avant. On voyait que ça. Elle était très lisible du coup, c'est bien, mais ça gâchait un peu l'harmonie du cadran. Donc là, on a un compromis, on a toujours le cyclope pour une meilleure visibilité, mais on garde la date qui est noire, plus discrète, plus cohérente avec le reste de la montre. Donc si vous voulez du cyclope, mais en gardant une belle harmonie, c'est la meilleure génération actuellement. Ensuite, le plus gros changement, celui qui va mettre tout le monde d'accord, il se cache sous le cadran. C'est le principal argument pour justifier le prix de cette nouvelle alpiniste. On passe du calibre 6R35 au 6R55. Sur le papier, on gagne l'appellation 3 days pour 3 jours. On passe de 70 heures à 72 heures de réserve de marche, donc 2 heures de plus. Ça changera pas votre vie de collectionneur, mais symboliquement, on a 3 jours complets. Et Seiko s'aligne petit à petit avec les standards suisses. C'est un vrai confort de poser sa montre le vendredi soir et de la retrouver le lundi matin, toujours à l'heure. Pour la fiabilité, j'espère que c'est mieux que le 6R35. C'est un mouvement qui est encore récent, donc je peux pas trop parler sur la fiabilité long terme, mais j'imagine qu'ils ont fait en sorte d'avoir moins de SAV qu'avec le 6R35 parce qu'il y a énormément de clients qui ont dû renvoyer leur montre puisque c'était un mouvement connu pour ne pas être très fiable. Il fallait vraiment avoir un bon exemplaire bien réglé pour être tranquille. Moi, j'ai fait des mesures avec ce nouveau 6R55 sur cet alpiniste. Bon, ça veut rien dire sur la fiabilité long terme, évidemment, ce genre de mesure, mais ça vous donnera déjà un aperçu de la précision de la montre que j'ai pour ce test. Sur la fiche technique de la montre, Seiko nous donne ses valeurs, donc entre moins 15 et plus 25 secondes par jour.
Moi, j'ai mesuré ça dans 3 positions différentes. Face vers le haut, on est à plus 17 secondes par jour. Face vers le bas, c'est aussi 17 secondes par jour en plus. Et sur le côté, on est à 7 secondes. Donc on est bien dans les tolérances annoncées par Seiko. Alors après, j'ai déjà vu des Seiko 5 à 300 € plus précises que ça. Donc c'est pas parce que vous achetez une montre plus chère qu'elle sera plus précise. Ça, c'est pas un secret. J'espère que vous en êtes conscient. Ça va aussi dépendre du réglage qui est fait en usine et de l'exemplaire du mouvement que vous avez. Vous avez vu que les tolérances sont assez larges, donc si vous achetez 10 Seiko avec le même mouvement, vous allez en avoir des mieux que d'autres et c'est comme ça, on peut rien y faire. Après, vous pouvez toujours la faire régler par un horloger, mais c'est pas gratuit, ou alors vous regardez ma vidéo pour le faire vous-même, j'ai fait un tuto là-dessus. C'est pas compliqué sur ces Seiko d'ailleurs, mais je vous recommande de le faire que si vous avez l'habitude des travaux manuels de précision, puisque là, vous pouvez littéralement détruire votre mouvement si vous y prenez mal. Donc le mouvement, c'est le changement le plus important sur cette nouvelle génération, mais il y a une autre nouveauté sur cette montre qu'on n'a jamais eu sur une alpiniste avant, c'est le DiaShield. Pour savoir ce que c'est en détail le DiaShield, vous allez voir ma dernière vidéo, mais en résumé, c'est un traitement de surface qui est déposé sur l'acier inoxydable et qui permet de mieux résister aux rayures du quotidien. L'objectif qui part d'une bonne intention, c'est que votre montre elle reste neuve malgré les années. En revanche, le DiaShield, il a 2 défauts qui sont majeurs pour moi, qui sont pas souvent mentionnés en plus. Donc déjà, l'acier traité au DiaShield, il a une couleur qui est légèrement différente. Il est un peu plus sombre, un peu plus gris que de l'acier brut. Et l'autre défaut, c'est que le DiaShield, il protège contre les micro-rayures, ça c'est cool. Mais quand vous faites une vraie rayure un peu profonde, quoi, ça se verra encore plus que sur une montre en acier brut. Et en plus, vous pouvez pas repolir puisqu'il y aura une différence de teinte entre les parties avec DiaShield et les parties sans DiaShield. Puisque vous l'aurez poli, donc personnellement, j'ai jamais été fan du DiaShield, donc si vous êtes comme moi, c'est pas cette génération-là d'alpinistes qu'il vous faut. Regardez plutôt les anciennes générations. Après, l'alpiniste a quand même beaucoup plus de qualité que de défauts, heureusement, et sa plus grosse qualité, c'est un design qui est absolument unique et dans un monde saturé d'hommages à la Submariner ou à l'Explorer, ça fait plaisir. C'est surtout grâce à ces aiguilles cathédrales, je pense. C'est normalement un truc qu'on voit sur des montres de poche très anciennes ou les premières montres d'aviateurs. Donc les mettre dans un boîtier étanche à 200 mètres avec une boussole interne, c'est comme si on mettait des sièges en cuir de Bentley dans une Jeep. C'est absurde sur le papier, mais c'est ce qui a créé son charme et honnêtement, ça marche super bien. La lunette interne qui fait boussole, ça lui donne une vraie gueule. Au premier abord, on sait pas trop dans quelle catégorie la mettre d'ailleurs, et ça, je pense que ça va beaucoup dépendre du bracelet sur lequel vous allez la mettre. Le bracelet d'origine, c'est un cuir de vachette bas de gamme. Honnêtement, pour moi, il gâche la beauté de cette montre. Si vous voulez absolument un cuir, je vous conseille d'acheter un vrai beau bracelet de meilleure qualité. Vous allez beaucoup plus apprécier votre montre comme ça. Ensuite, si vous voulez la rendre plus classe, vous pouvez la mettre sur un jubilé. Ici, c'est un jubilé Braxen par exemple. Ils sont garantis à vie et ils sont faits spécialement pour cette montre. Et en plus, ils sont compatibles même avec les anciennes générations puisque Seiko n'a rien changé au niveau des cornes sur cette gamme. Donc, si vous avez d'autres alpinistes style SARB 017 et SPB 121, c'est bon aussi, ils sont compatibles. Et si vous voulez un bracelet métal mais garder l'esprit tout louage avec de l'acier brossé, vous pouvez la mettre sur un Oyster. Là aussi, c'est un Braxen. Vous n'aurez pas mieux au niveau qualité pour cette montre et franchement, pour moi, il lui faut un bracelet acier à cette montre. Elle est tellement plus belle comme ça. Mais ça, c'est mon avis. Après, je sais qu'il y a des fans de cuir ou de natto. Mais voilà, pour moi, pour cette montre en particulier, je trouve ça dommage de la mettre sur autre chose qu'un bracelet en métal. Ensuite, dans les bons points de cet alpiniste, il y a cette sérénité qu'elle procure avec ses 200 mètres d'étanchéité. C'est énorme pour une montre qui n'est pas une plongeuse massive. Donc, vous pouvez la porter à la plage ou sous un énorme orage sans jamais vous poser de questions. Et en plus, elle est super confortable au poignet. Sur mon poignet de 17,5 cm, c'est absolument parfait. Mais elle ira aussi très bien sur des poignets de 16 à 19 cm, je dirais. En dessous ou au-dessus de ça, je vous conseille vraiment de la tester avant de l'acheter, puisque ça va dépendre de la forme de votre poignet et de vos goûts, évidemment. D'ailleurs, celle-ci, c'est David et Philly qui me l'ont envoyée. Ils sont super sympas. Si vous voulez acheter une montre chez eux
et que vous leur dites que vous venez de ma part, ils seront encore plus sympas. En général, ils vont faire un petit geste. Moi, toutes mes Seiko, Citizen ou Casio, elles viennent de chez eux et même ma Garmin d'ailleurs, je l'ai prise là-bas. Pour revenir au confort, elle fait quand même presque 13 mm d'épaisseur, donc faut pas non plus la voir comme une pure montre habillée. Ça reste une tool watch étanche à 200 mètres et ultra robuste. Donc si vous cherchez une montre ultra fine, ultra légère, c'est pas ce qu'il vous faut. Sur bracelet cuir, on est à 88 grammes et sur bracelet acier, on est à environ 140 grammes. On reste quand même en dessous d'une plongeuse qui fait normalement plutôt dans les 200 grammes avec bracelet acier. Aujourd'hui, on est dans un marché horloger où les prix s'envolent et il faut vraiment réfléchir de plus en plus à quelle montre on va acheter ou pas. Ça devient plus compliqué d'avoir des grosses collections pour pas cher. Et cette gamme alpiniste elle fait partie de cette augmentation des prix, mais par contre, c'est pour moi une montre idéale puisque c'est une montre très polyvalente. Elle peut remplacer plusieurs montres, donc on va dire que ça compense un peu l'augmentation de prix. Elle vous accompagnera aussi bien lors du soirée habillé que durant vos aventures sportives et en plus tous les bracelets lui vont. C'est pas forcément le cas de toutes les montres. Par exemple sur une PRX, on peut mettre un atto, mais bon, il faut des adaptateurs et tout. C'est pas hyper pratique, c'est un peu chiant. Sur une plongeuse, par exemple, on évite les bracelets en cuir. Sur des montres avec un entrecorps de 19 ou 21 mm, c'est plus compliqué de trouver des bracelets compatibles. Alors que sur cet alpiniste, on peut absolument tout mettre. On a plein de bracelets compatibles, on a un entrecorps de 20 mm, donc c'est le plus commun. Et voilà, on peut lui mettre ce qu'on veut, tout lui va. Ça va juste changer le look global de la montre. D'ailleurs, sur bracelet, on a ajouté des natto, des Zulu, des rubber. On va bientôt mettre des tropiques. On a aussi envie de proposer des cuirs, mais ça mettra un peu plus de temps puisqu'on fait des tests actuellement avec des prototypes pour proposer quelque chose de vraiment cool. Et petit à petit, on est en train d'ajouter plein de modèles pour les bracelets métal. Donc si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre, je vous mets le lien en description. Donc voilà, pour résumer, moi je vois que 3 défauts à cette montre. En premier, le dia shield, j'aime pas ça. Ensuite, le bracelet d'origine qui est bien en dessous de ce que propose la montre. Et pour finir, le prix. Alors oui, c'est en partie justifié, mais voilà, on peut plus dire que l'alpiniste c'est une montre réellement abordable, même si on reste sous les 1000 euros, mais voilà, c'est pas comme la Sarb 017 qu'on trouvait pour 400 euros. Après, c'est pas le même contexte économique non plus, mais bon, heureusement qu'elle peut remplacer plusieurs montres. J'en ai pas parlé, mais évidemment, elle a un verre saphir avec traitement anti-reflet. J'espère que cette vidéo va vous permettre de faire votre choix sur l'achat ou pas de cette montre. D'ailleurs, si vous n'aimez pas ce coloris, elle est aussi disponible dans 2 autres coloris avec bracelet métal si jamais vous préférez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.